Alors, du coup, on va commencer par des travaux qui sont en cours avec Marie-Pierre sur certains terrains d'exploration. Donc là, c'est plutôt dans les établissements de santé. Et on regarde ce qui se passe en termes de transition écologique dans les établissements. Alors, pas tellement, on va dire, sous l'angle, on n'a pas été encore calculer les tonnes de déchets évitées, voilà, le protoxyde d'azote évité ou pas. C'est pas l'angle qu'on a pris, même si c'est un angle très intéressant, qui est déjà assez fourni dans la littérature, par ailleurs. Nous, on a plutôt été regarder ce que ça faisait en termes de perception, notamment sur les managers hospitaliers. Et on a regardé un outil plus particulièrement, qui est celui du bilan carbone. Étant moi-même chef de projet au Shift Project, je suis un peu carbone maniaque, hein, comme je le dis souvent. Mais ce qui est intéressant aussi dans une posture de recherche, c'est de s'interroger sur la perception des outils qu'on utilise dans les organisations, leur pertinence, leur efficacité éventuelle, et la façon avec laquelle on va pouvoir ou non les pérenniser et les rendre les plus opérationnels possibles. Donc, on va faire juste une petite présentation contextuelle et puis je laisserai la parole à Marie-Pierre pour la suite. On ne va pas rappeler tout ce qui a déjà été dit sur la qualité de l'air, mais simplement pour rappeler qu'entre climat et santé, vous avez quand même une relation réciproque qui induit pas mal d'effets sanitaires. Des effets qui aujourd'hui ne sont plus uniquement, on va dire, réservés à une partie de la population mondiale qui serait particulièrement défavorisée en termes de climat, mais qui nous concernent aussi, nous, de plus en plus directement. C'est bien simple, hein, sur l'ensemble de la liste qui est évoquée ici par la littérature scientifique, je commence à avoir du mal à trouver des impacts sur la santé qui ne concernent pas les Français métropolitains. Voilà. Donc on a effectivement des baisses de rendement agricoles, par exemple. On a des problèmes de maladies à transmission vectorielle de plus en plus. On a des soucis de canicule. On commence à avoir des problèmes hydriques, donc pas forcément encore d'infection, mais en tout cas des problèmes liés à la gestion de l'eau. La qualité de l'air, on en a beaucoup parlé. Les événements extrêmes, de plus en plus également. Et puis peut-être des domaines dont on parle un peu moins souvent, mais qui sont la santé au travail, notamment quand vous parlez de personnel hospitalier. Comment vous faites pour continuer à soigner des gens quand vous-même, vous êtes dans des conditions de travail qui deviennent quand même très difficiles. Et puis également la santé mentale, qui est un gros sujet, qui est un peu l'éléphant dans le couloir de cette affaire de santé et environnement. Parce qu'on sait, aujourd'hui la littérature l'a démontré, hein, qu'on a un développement, une accentuation des troubles psychologiques et psychiatriques, notamment pendant les vagues de chaleur, par exemple, et qu'en plus de ça, vous avez on va dire, tout un développement d'autres troubles liés directement à la dégradation de l'environnement. Donc on ne s'est pas penché explicitement encore sur l'éco-anxiété, quoique on a une étude quand même menée avec les étudiants du campus. Mais voilà, ça fait partie de ces éléments à prendre en compte parce que effectivement, les défis qui nous attendent demandent aussi d'avoir des capacités morales et psychologiques assez solides. Juste un rappel pour ceux qui le connaîtraient déjà et puis peut-être informer ceux qui ne l'auraient pas vu passer, le rapport du Shift. Qui n'ont donc pas d'ordinateur, pas de télévision et pas de journaux. Non, donc aujourd'hui, c'est environ estimé à 49 millions de tonnes équivalent CO2, à peu près 8% de l'empreinte carbone nationale. Plus de 85% de ces émissions sont dites indirectes. C'est la partie bleue que vous avez ici, c'est-à-dire que ça ne se produit pas sur le lieu du soin, sur le lieu de production de soins. Donc vous allez retrouver là-dedans les médicaments et dispositifs médicaux qui représentent à peu près 50% de cette empreinte. Vous allez avoir l'alimentation, vous allez avoir les transports. Les immobilisations, c'est à peu près 8%. La moitié de ces 8%, c'est le numérique, déjà. D'accord ? Sachant qu'on n'est pas encore, on va dire, à un niveau de numérisation maximale des établissements de santé. Vous avez aussi les déchets et autres services, un peu moins de 5%. Et puis, du côté des émissions directes, vous allez retrouver notamment le chauffage, la climatisation, les gaz anesthésiants, dont on vient de parler. Un autre élément de contexte aussi que je voulais rajouter sur cette slide, donc c'est pour ça que je n'ai pas mis très gros, mais la prochaine fois, je ferai en 2 slides, c'est promis. C'est un travail qui est mené actuellement avec un chercheur qui s'appelle Baptiste Andrieux, qui travaille beaucoup sur, on va dire, dynamique systémique et énergie. Et avec qui on est allé regarder la consommation d'énergie des systèmes de santé au niveau mondial, donc par tête, et le rapport de cette consommation énergétique avec l'indice de qualité et d'accès aux soins.
Donc ce qu'on peut constater, c'est que plus on consomme d'énergie, meilleur est notre système de santé. Donc évidemment, on le prend sous le sens de la corrélation et pas de la causalité pour l'instant. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'on n'est pas sur une relation qui est proportionnelle. On est plutôt sur une exponentielle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir consommer beaucoup, beaucoup plus d'énergie pour avoir un tout petit peu plus de qualité dans le service de santé. Et puis, il y a un effet de plafonnement qui fait que même si vous consommez plus d'énergie à un moment donné, vous n'avez pas nécessairement un meilleur système de santé. Donc ça, on trouvait que c'était intéressant aussi de le mettre comme élément de contexte, parce qu'aujourd'hui, on a un déséquilibre au niveau des systèmes de santé au niveau mondial, et on a peut-être aussi un besoin d'optimisation de certains de nos systèmes. Pour la petite histoire, on n'est quand même pas si mal situé au niveau français, puisqu'on est là. Donc, on ne fait pas partie des plus consommateurs, mais on pourrait faire encore mieux. Donc, dans ce contexte-là, le système de santé a pris, on va dire, la responsabilité de sa décarbonation, entre autres, et d'une trajectoire plus écologique. Donc, il y a la feuille de route ministérielle qui est sortie le 22 mai à ce sujet, et de nombreuses initiatives RSE de décarbonation du système de santé avaient déjà été lancées depuis quelques temps, voire quelques années, et c'est ce qu'on a commencé à aller regarder avec Marie-Pierre sur le terrain. Donc, je te laisse la parole pour la suite. Merci Laurie, merci beaucoup, merci à tous. Alors, tiens, si tu peux passer la suivante. Alors, moi, donc, je suis chercheuse à l'EHESP depuis le mois de janvier, donc j'ai commencé à travailler sur quelques terrains. Donc, je vais peut-être d'abord vous présenter un petit peu l'approche de la chaire. L'idée concernant donc, ce qu'on appelle les études organisationnelles, c'est-à-dire que ce qu'on va faire avec les établissements de santé, c'est de partir du terrain. On ne part pas avec des idées un peu préconçues de ce qu'on va regarder, enfin une petite idée quand même, mais en tout cas des résultats ou d'un cadrage théorique ou autre. On va sur le terrain, on regarde, et donc c'est une approche purement inductive. Donc c'est pour ça que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas forcément très très avancé, parce que les travaux de terrain, eh ben, ils ont commencé, mais ils sont encore très largement en cours. Alors les terrains de recherche, on en a quelques-uns, on en a encore d'autres très probablement à venir, y compris peut-être avec Aesio d'ailleurs, Aesio, une partie en tout cas, santé. Donc il y a eu une étude qualitative déjà il y a un certain temps, 2 ans je crois, qui a été faite auprès de gestionnaires des établissements de santé, auprès des managers. Vous m'entendez? Oui, c'est bon? Non, c'est bon. C'est bon. On a le suivi d'un projet, d'un projet sur la trajectoire carbone au sein d'un CHU. Et puis on a aussi une étude, alors là beaucoup plus petite, sur un service de réanimation au sein d'un CH, qui est aussi l'établissement support d'un GHT. Enfin, je ne sais pas si vous êtes tous au fait de ces expressions-là. Enfin voilà, un plus petit hôpital. Et bon, ce dernier terrain-là, il n'est pas très avancé encore parce que le projet initial n'est pas très avancé. Donc on pense regarder d'une part la question du lien entre les politiques environnementales des établissements de santé et leur attractivité, donc plutôt un sujet RH finalement, et puis la question du bilan carbone, puisque les 2 projets qu'on suit pour le moment, c'est surtout cette question-là. Alors, qu'est-ce que le bilan carbone ? Donc, je vais évoquer en quelques mots la littérature existante, non pas la littérature un peu technique sur le bilan carbone, mais la littérature organisationnelle. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc on a des données sur le bilan carbone en général, pas spécialement au sein du système de santé évidemment. Alors déjà premier point, mais je ne vais pas insister parce que j'y reviendrai. Le bilan carbone, ça n'est pas une mesure, c'est une estimation. Et c'est quelque chose qui est quand même assez important et assez intéressant. Au départ, le bilan carbone, c'est quelque chose qui a été lancé au début des années 2000 par un certain Jean-Marc Jancovici, en l'occurrence, qui a travaillé avec l'ADEME ensuite, et qui se voulait comme un outil pragmatique de passage à l'action, qui visait à élaborer des ordres de grandeur et qui était une sorte de modélisation volontairement un peu grossière, parce que l'idée, ce n'était pas de passer trop de temps à avoir des choses très fines, mais pour pouvoir passer à l'action facilement en ayant des ordres de grandeur sur les principales les émissions de
de GES qui étaient les plus lourdes, donc orientées vers l'action. Simplement, en 2010, il y a eu la loi qui imposait aux établissements, enfin aux entreprises et aux établissements publics suffisamment important, de publier, de réaliser un bilan carbone et de le publier. Et donc, c'est devenu, en partie, un outil de conformité réglementaire et de communication aussi, bien sûr, à partir de ce moment-là. Et puis, la littérature nous dit aussi que c'est un outil qui est assez complexe. Alors, je ne sais pas, parmi vous, est-ce que tout le monde sait si vous réalisez, votre établissement, organisation réalise un bilan carbone? Est-ce que certains ne le savent pas ou savent que vous n'en réalisez pas, par exemple? Non, bon. Très bien. Bon. En tout cas, la littérature nous dit que cet outil apparaît comme assez complexe, réservé à des experts et qui peut être un challenge un peu difficile à relever en pratique. Alors, sur le plan du bilan carbone dans les établissements de santé, en fait, on n'a pas énormément de choses. On a des estimations au niveau mondial, de la littérature au niveau mondial, de la littérature au niveau national. Évidemment, le rapport du Shift Project, il y en a d'autres pour d'autres pays. On a aussi des publications sur des estimations beaucoup plus micro, par exemple sur une chirurgie, sur une chirurgie de la cataracte, par exemple. Enfin, il y en a un certain nombre. Et puis surtout, il y en a beaucoup qui sont dans les tuyaux en ce moment même. Mais on n'a pas énormément de choses publiées. Et en particulier, alors dans la littérature organisationnelle, santé, établissement de santé, là, il n'y en a pas du tout. Enfin, sauf si on ne les a pas trouvés, mais vraiment pas. En revanche, bien sûr, dans les établissements eux-mêmes, il y a beaucoup d'initiatives de terrain qui sont faites, y compris pour certains qui feront l'objet de publications ensuite. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une relativement faible conformité à l'obligation réglementaire. Alors les CHU font tous leur bilan carbone, mais pas tous avec le scope 3. Ils ne le publient pas tous en plus sur le site de l'ADEME. Et puis les plus petits hôpitaux ne le font pas forcément tous. Alors, nous, nos premières réflexions, nos premiers résultats. Alors, on a 2 articles en cours. On a été très contents d'ailleurs hier parce que l'un d'entre eux, on a reçu un premier retour. Il a été soumis un premier retour plutôt positif, même s'il reste encore du travail dessus. Donc, les premiers articles, c'est plutôt sur la première étude que j'évoquais au début, sur la question des représentations auprès des directions hospitalières. Donc, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces premières publications qui ne sont pas encore publiées, donc. Elles ont porté vraiment sur la question des représentations du bilan carbone. Donc, quel bilan pour le bilan carbone? Pourquoi, en gros, on remarque donc une assez faible, finalement, un semi-succès ou un semi-échec du bilan carbone? Pourquoi? Quelles sont les raisons? Alors, confirmation de la complexité, de la dimension technique, voire un peu ingéniérique de cet outil. On remarque aussi un manque général de formation des agents, y compris des agents en charge, ce qui fait qu'ils ont du mal à s'en emparer de façon concrète. Et que finalement, même si on fait le bilan carbone pour se conformer à l'obligation réglementaire, derrière, on n'en fait pas forcément grand-chose parce qu'on n'a pas d'image concrète de ce que ça peut représenter. On a un découplage, alors là c'est quand même très, très, très net, assez fort entre une obligation réglementaire formelle, on est obligé effectivement de faire le bilan carbone, et puis finalement une tolérance tacite des pouvoirs publics à ne pas le faire, parce qu'évidemment, on était dans le concept, surtout ces dernières années, dans le contexte Covid, on ne va pas encore demander quelque chose en plus, surtout avec l'idée que, quelque part, ce n'est pas parce qu'on a fait un bilan carbone, ça, il y a certains répondants qui le disent, c'est pas parce qu'on fait un bilan carbone que derrière, on passe à l'action. C'est ça l'objectif du bilan carbone. Au final, c'est le passage à l'action et ce n'est pas nécessairement le fait. Et puis, on a remarqué aussi qu'il n'y avait pas forcément de lien entre le fait qu'un établissement réalise le bilan carbone et puis que derrière, il y ait une qualité des soins perçus. C'est ça, hein, Laurie. Ouais. Alors, actuellement, donc alors là, les idées que je vais vous présenter maintenant, c'est vraiment repose sur
les premières intuitions de terrain, on va dire. Hein, donc, ce n'est absolument pas des résultats, encore moins des résultats consolidés. Et vous n'êtes pas forcément tous dans des établissements de santé, même la plupart d'entre vous, ce n'est pas le cas. Mais par contre, vous êtes dans des organisations. Peut-être que vous réalisez des bilans carbone, donc, et peut-être que vous en avez entendu parler. Donc, le cas échéant, on sera content d'avoir vos réactions sur ces sujets-là. Donc déjà, premier point, le bilan carbone pour les acteurs de terrain qui sont convaincus de la démarche, ils mettent vraiment en avant le côté scientifique. Le bilan carbone est chargé d'objectiver quelque chose, presque un peu comme le ferait un indicateur financier, finalement. Hein. On ne repose pas sur du doigt mouillé, un ressenti, quelque chose. On veut essayer de prouver et de démontrer quelque chose. Le côté complexe du bilan carbone fait que, alors plutôt de la part de ceux qui sont un peu sceptiques par rapport à l'intérêt du bilan, il est parfois présenté comme une boîte noire, avec l'idée, bon ben voilà, il y a un ingénieur qui vient, qui compile de la donnée, et puis derrière il nous sort des chiffres et on ne sait pas vraiment d'où ça sort. En fait, quand on regarde comment les choses sont faites, en réalité, ce n'est pas vraiment une boîte noire, parce que tout est transparent finalement. Mais ce serait plutôt comme une boîte à clés, parce que même si tout est transparent, eh ben, il faut quand même certaines connaissances, comme on l'a dit, pour comprendre de quoi il s'agit. Donc c'est un petit peu comme une liasse fiscale, un bilan qui est donné aux salariés à la fin de l'année. Est a pas un expert comptable pour le décrypter, eh ben, ça peut être un peu compliqué. Donc là, actuellement, aujourd'hui, on est encore dans ce cadre-là. Et puis, ce que je trouve moi le plus intéressant à ce jour par rapport à cet outil, c'est son côté très paradoxal, parce qu'il y a à la fois cette dimension donc technique, ingéniérique, calculatoire, parce que c'est un outil qui ne fait que du calcul finalement, et qui a l'air complètement effectivement objectif. Et puis finalement, le fait que, comme je le disais au début, il s'agit d'une estimation. Alors, et pas du tout d'une mesure. On ne pèse pas, même si on parle de tonnes, on n'a pas une balance pour peser les émissions de GES. Donc on fait des estimations. Alors à partir de critères qui sont en fait relativement robustes. Et tout l'enjeu, c'est presque une enquête en fait. Tout l'enjeu, c'est d'essayer de trouver les bons critères qui permettront d'approcher au mieux la vérité, enfin quelque chose qui se rapprochera des émissions réelles. Mais en fait, ce que le bilan carbone cherche à élaborer, c'est une sorte de fiction réaliste. Je dis fiction, alors attention, évidemment, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, on n'est pas en train de dire que les émissions de gaz à effet de serre sont une fiction, mais c'est pour ça que j'ai évoqué le terme de fiction scientifique. La fiction scientifique, c'est quelque chose qui existe. Hein. C'est simplement le fait de dire que parfois la science a besoin de faire appel à l'imagination, à la créativité, et puis à quelque chose qui ne s'est pas encore produit. D'ailleurs, on parle du bilan carbone, parce que dans les projets que je suis, au sein du CHU, il s'agit d'élaborer une trajectoire carbone, mais c'est une trajectoire future, avec des scénarios ASIF. Voilà, qu'est-ce qui se passe si on continue comme le business as usual ou si on fait telle et telle action. Et dans tous les cas, il s'agit d'une trajectoire fictionnelle, puisque on parle du futur. Alors, fictionnelle, mais vraisemblable. Et tout l'enjeu est d'arriver à faire en sorte qu'on soit le vraisemblable se rapproche le plus du vrai. Et d'ailleurs, quand on pense au scénario du GIEC, c'est la même chose hein, aussi. C'est le fait qu'on parle du futur. Hein, et donc, on fait appel aussi à l'imaginaire, d'une certaine façon, des gens. Et c'est comme ça que le passage à l'action peut se réaliser et que la mobilisation peut se réaliser. Voilà en quelques mots, là où on en est, peut-être pas très loin, je ne sais pas, mais on sera content d'avoir vos avis là-dessus. Je vais passer la parole à Cyril qui va plus vous parler des aspects de transition. C'est ça ? Merci. Donc vous devez vous dire carbone, bilan carbone. Oui, juste après, oui.
c'est devenu l'unité de référence auquel on vous renvoie systématiquement maintenant pour évaluer l'avancement que vous avez pris dans une démarche qui se veut de décarbonation ou de transition. Alors pourquoi transition? Alors, je me suis dit, tiens, ça fait 20 ans que je travaille sur ces questions-là, un peu plus de 20 ans. On me parlait, il y a 25-30 ans, développement durable, 92. Tout le monde a entendu parler, Rio est passé par là, convention sur le climat, convention sur la biodiversité, en 92 quand même signée. En 92, c'est-à-dire qu'il y a plus de 30 ans. Et on nous remet ça sur le tapis aujourd'hui en disant qu'est-ce qu'on a fait depuis 30 ans. Donc peut-être que le développement durable, ça ne suffit pas. Alors je vous ai fait un petit schéma récapitulatif de l'histoire. Alors je suis remonté à plus de 30 ans, je suis remonté à 50 ans, vous m'excuserez, hein, sommet Stockholm. 72, on disait économie et développement. Puis on s'est dit c'est pas suffisant pour alerter l'opinion publique, les politiques, les acteurs économiques et autres, donc on va aller sur le développement durable. Madame Brundtland est passée par là, ministre de la Santé en Norvège, devenue la référente du sommet de Rio, et qui produit un rapport, Brundtland, vous avez entendu parler aussi, c'est de là que naît cette convention de Rio sur changement climatique et biodiversité. Là, on vous a assommé de développement durable pendant 20 ans, hein, 92, 2010. Souvenez-vous, les engagements pris par la France, stratégie de développement durable, je ne citerai pas sous quelle politique, peu importe, c'est pas ça l'important, c'est on change de terme pour dire on fait autrement, à chaque fois. On va faire autrement. Et là, on vous assène maintenant transition depuis, allez, petite dizaine d'années. Donc ça ne suffit pas, développement durable, ça ne suffit pas. Transition, ça ne suffira peut-être pas, parce que, mais ça c'est mon propre avis, hein. On ne vous demande plus d'être en transition, parce qu'il faut changer d'état maintenant. Hein. D'état, au gros, on n'a plus le choix. Donc, moi je pense qu'il faut maintenant se transformer. C'est terminé la transition, on a mis 30 ans à faire la transition quasiment. Donc il est temps de changer et de transformer. Alors les transformations, elles arrivent progressivement avec... il y a quand même le Grenelle qui est passé par là en 2010, 2009, 2010, 2011, qui nous laissait entendre qu'il y avait un changement qui allait s'opérer dans nos modèles. Et donc on est passé par le mode réglementation, hein, puisqu'avec le Grenelle, se sont déposés finalement des décrets dans tous les domaines de l'écologie, des transitions écologie, énergie et autres. Donc c'est la voie réglementaire qui a été adoptée. Suffit-elle? C'est un questionnement en disant la RSE aussi est passée par là, hein, responsabilité sociale, sociétale des entreprises, ou la RSO pour les organisations, quelles qu'elles soient. Ça ne suffit plus d'avoir du réglementaire, il faut aussi une montée d'approche volontariste, notamment par la norme, hein, pas par la norme réglementaire, mais par la normalisation. Et donc, dans cet ordre-là, vous avez des documents qui ont été produits par les différents pays pour contribuer à des normes internationales comme l'ISO. Et je ne sais pas si vous connaissez la norme développement durable de l'ISO. À combien? Ah non. Ah oui, 26 000. Eh oui, depuis 10 ans, hein, 2013, j'étais dans les groupes de travaux préparatoires à une norme internationale dite de RSE pour tous les pays signataires de la norme ISO. C'est devenu 26 000. On l'avait préparé en France, très très bien. Les Français sont bons, hein. Je vous le garantis, l'AFNOR a énormément travaillé sur une norme ISO. Avant d'être ISO, elle était une norme AFNOR, bien sûr. C'était la 21 000. Vous avez dû entendre parler des fameuses orientations 21 000, hein, qui n'avaient rien d'obligatoire et qui n'étaient pas certifiables. 26 000 a été adoptée à l'unanimité par les pays. Donc c'est devenu la norme non certifiée d'engagement RSE des organisations. Vous voyez, donc on a quand même fait du chemin. Vous allez me dire, bah oui, on a du coup le réglementaire qui est passé par là, la normalisation qui est passée aussi par là. Mais quand on voit les enjeux de développement durable, hein, pensée globale, agir local, vous vous souvenez de cette fameuse formule. Là, j'ai repris un schéma de l'ADEME avec son bilan carbone. C'était déjà, le bilan carbone, il y a 20 ans, hein, c'était déjà faire monter justement les organisations dans l'appréhension des changements globaux, hein, au niveau mondial, international, européen, français, et puis décliné pour tous les acteurs, du particulier jusqu'aux collectivités, en passant par les entreprises. Donc nous sommes tous dans le même bateau. Un paquebot, en quelque sorte, pour lequel on vous demande de prendre des mesures de plus en plus drastiques, et c'est le cas. Le bilan carbone s'impose de plus en plus à nous dans notre quotidien. Hein. Les médias vous en parlent tous les jours maintenant, et quiconque ne peut plus dire qu'il ne sait pas qu'il y a maintenant des enjeux climat, transition et autres. On passe à la suite. Et donc, il y a des domaines de transition dans lesquels on vous engage à investir. Donc, notamment, j'ai pris les énergies renouvelables, par exemple. Hein, c'est signé d'il y a maintenant 2 mois. Mais pas que. Parce que l'énergie, bien sûr qu'il y a une tension très forte depuis plus d'1 an sur ces questions-là, mais il y en a d'autres. Alors, j'ai mis en vert, malheureusement, c'est un vert un peu trop clair.
Je vais vous les lire. En fait, il y a d'autres domaines sur lesquels on vous enjoint de prendre des nouveaux engagements. Alors, les produits plastiques. Ah bah oui, les déchets plastiques, dites donc, on a un 6e continent. Il flotte, on ne sait pas trop où il va aboutir, donc il y en a partout. Puis il y a surtout la détérioration du plastique, qu'on retrouve dans tous les milieux maintenant. Des colonnes d'eau, vous allez à plus de 2000 mètres de profondeur océanique et vous retrouvez les fameuses particules de plastique. Donc c'est interdit notamment sur l'usage de nouveaux produits plastiques. Je vous passe le détail des produits qui sont de plus en plus bannis. Les bonus-malus pour les véhicules neufs, on vous fait changer votre flotte de véhicules, on va passer dans un modèle transition électrique dans les 10 ans à venir. C'est déjà engagé le changement complet, le renouvellement complet de nos parcs pour réduire, bien sûr, l'empreinte carbone. Après, je ne reviens pas le débat sur quid de la provenance des matériaux qui vont servir au nouveau modèle de véhicule. D'accord. Et puis, les épandages de pesticides, question santé environnementale au premier chef. On traite depuis plus de 50 ans des zones cultivées, agricoles, non agricoles, dont les épandages sont émetteurs de particules dans l'atmosphère. On en sait quelque chose puisque maintenant on arrive à les mesurer dans les eaux, de nappes notamment, et dans l'air. Donc ça aussi, c'est des questions de santé environnementale qui font de plus en plus écho et renvoient à des engagements ou pas politiques en santé-environnement. On est typiquement dans le domaine de la santé environnementale. Autre domaine, on va venir à nos sujets, le dioxyde de titane dans les denrées alimentaires, un additif qui est utilisé pour blanchir et autres. Pareil, on va y venir. Vous voyez, on va toucher de plus en plus des produits qu'on avait banalisés pendant 20, 30, 50 ans. D'accord ? Donc on est en train de faire le balayage, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression. Prive Rénov pour la rénovation énergétique, je vous le disais tout à l'heure, tension énergie, l'habitat, souvent des passoires. Pourtant, Grenelle avait pris des accords il y a 10 ans qui étaient d'engager plus de... combien d'habitats devaient être transformés ? 500 000 ? On en est à 200 000. On est loin du compte. Mais bon, donc il y a encore du chemin à faire. Et puis le bisphénol A, oui, on l'a retrouvé même sur nos tickets de caisse, sous toutes les formules possibles, imprimées, non imprimables. Donc ça aussi, c'est perturbateur endocrinien. Vous voyez, c'est des mots qui résonnent fort. Les politiques s'en saisissent. Allez écouter le Sénat avec ceux qui ont demandé à se faire expertiser les cheveux. Oui, parce qu'on retrouve finalement dans les cheveux ces calendriers de nos expositions dans l'air ou dans notre mode de vie aussi. Le cheveu, c'est un super calendrier de nos, comment on pourrait dire, inhalation, ingestion de toute substance. Voilà, donc tout ça, ça nous met en alerte. Donc les domaines de transition, on l'a bien senti aujourd'hui, on n'a plus le temps d'attendre. Donc il faut manager les transitions. Alors ça, c'est plus compliqué. Alors je vais vous donner un aperçu rapide de comment je conçois les transitions aujourd'hui dans nos organisations pour les manager. Il nous faut des managers transitionnels, ou ce que certains appellent les transitionnaires, c'est-à-dire accompagner le changement. Dans la décision, alors c'est la gouvernance, c'est des acteurs. C'est qui compose les instances de gouvernance dans nos organisations pour avoir un reflet ou une représentativité suffisante des différents acteurs qui occupent nos activités, nos organisations. Ce n'est pas facile de changer la gouvernance d'une organisation, parce qu'aujourd'hui, on nous demande, mais quelle représentativité des parties prenantes vous avez, interne, externe, de l'usager jusqu'à l'ensemble des personnels. Ça fait partie des démarches RSE. Vous allez me dire, oui, la RSE invite volontairement à prendre la mesure de l'ensemble des parties prenantes. Quelle gouvernance? Ensuite, on passe dans l'organisationnel. Donc là, c'est tout le management intermédiaire que vous allez mettre en place qui se charge des transitions dans l'organisation à ce niveau de management. Vous pouvez avoir un pilotage stratégique super important au niveau de la gouvernance, mais il n'y a pas d'intermédiaire. Et puis, vous allez aller toucher l'opérationnel, tous vos opérateurs, et en fait, ils sont loin des sphères de décision. Ils se disent, mais on nous demande de transformer, changer, transiter, mais à part une feuille de route ou un plan stratégique, on ne sait pas jusqu'où, nous, on va pouvoir agir. De quelle manière on peut agir. Donc, vous avez 3 niveaux, je dégrossis bien entendu, mais les opérateurs aussi, ils cherchent aujourd'hui les moyens de s'engager et de contribuer au changement dans leur organisation. Et quand je dis opérateur, c'est au plus bas, je dirais entre guillemets, du classement ou de l'organisation, c'est-à-dire au plus près du besoin du quotidien, dans la gestion quotidienne de nos opérations. Sous 2 formes, est-ce qu'on y va par la contrainte? Ah ben oui, on nous assène de réglementations nouvelles, on en a tous les jours. En France, on est très fort, on empile les textes et on accumule la charge au bout d'un moment. Donc peut-être que notre approche est le levier du volontariat, de la démarche volontaire, ce que font certaines organisations avec une normalisation, une labellisation. On cherche des labels, vous avez vu, il y a une éclosion de labels de plus en plus, vous allez en voir de plus en plus. Des labels formels, informels, auto-administrés, souvent, auto-déclarés, on dit. Il y en a une pléiade.
Comment s'y retrouver dans ce paysage? Tout ça, c'est des signaux de dire qu'il faut aujourd'hui engager l'ensemble des acteurs dans une démarche de changement. Par la gouvernance, donc rapidement les instances de décision. Alors j'aime bien cette image, elle date un peu, hein, c'est l'AFNOR qui avait produit ça. Qui compose nos institutions? Alors ça représente un nid d'abeilles, j'aime bien l'image de l'abeille, du nid d'abeille. Et vous avez plusieurs acteurs, les consommateurs, oui, ne pas les oublier, nos usagers, les organismes non gouvernementaux, associatifs, très présents en santé environnementale, je vous invite vraiment à ne pas les écarter. Ils font partie aujourd'hui de ceux qui font avancer souvent les réglementations, avancer souvent les politiques sur ces questions-là, hein, parce qu'ils ont une certaine représentativité aussi, ils exercent un poids, un lobbying, on dit, hein, ils ont droit au lobbying aussi, donc ils sont présents sur ces questions-là. Les industriels, alors industriels, c'était l'intitulé de l'AFNOR à l'époque, acteurs économiques, hein, dans quelle mesure ils sont aussi aujourd'hui tenus de s'engager sur ces questions-là de transition. Les syndicats, bien entendu, et les acteurs gouvernement, politique, État. Donc ça, c'est la gouvernance. C'est mon premier échelon. Il faut une stratégie, il nous faut une feuille de route qui donne les grandes orientations politiques de l'ensemble des acteurs. Ensuite, il y a l'organisation. Est-ce qu'on va sur une démarche HQSE? Tiens, bah oui, ça fait plus de 30 ans qu'on nous parle hygiène, qualité, sécurité, environnement. Moi, je mettrais bien un T, hein, transition, mais dans tous les domaines. Énergétique, écologique, pourquoi pas épidémiologique d'ailleurs. On en parlait, on en écoutait tout à l'heure Air Paris. Les questions de santé par rapport à la pollution de l'air, aujourd'hui, font l'objet d'une recherche épidémiologique de plus en plus avancée sur l'impact sanitaire sur les populations de la qualité de l'air. Et les impacts à court, moyen, long terme. Hein. On attend les effets d'ici 15-20 ans. J'avais un directeur de département qui disait la future petite bombe sanitaire, c'est l'air intérieur. Hein. On y passe 80% de notre temps. Et comme on est exposé à des produits, substances émises par nos propres lieux de vie, plus la qualité de l'air extérieur qui se sont dégradés, je n'oublie pas le cocktail. Attendons 15-20 ans pour avoir les effets. Oui, temps de latence des effets retardataires de la pollution ou de la qualité de l'air. Vous voyez? Alors, je vais me dire, il est catastrophiste. Non, non. En santé publique, on attend 15-20 ans à avoir les effets produits. On n'est pas le lendemain nécessairement chez le médecin sous un effet d'un pic de pollution qui a un effet direct avéré sur la respiration. C'est au bout de 15-20 ans que les effets s'observent. Sur les maladies chroniques, j'entends, bien sûr. OK, j'ai fait ma petite parenthèse santé publique. Donc, vous voyez, niveau 1, stratégie politique de l'organisation. Alors, un processus intégrateur des normes. Je ne voudrais pas trop charger, mais les normes, elles ont quand même sacrément intégré de choses depuis les années 80-90. La qualité a commencé, ISO 9000, tout le monde connaît. L'environnement, les années 90. Moi, j'étais auditeur environnemental en 97. Vous voyez, on sortait la norme ISO 14000, je devenais auditeur environnement dans les organisations. Puis après, on nous a rajouté hygiène, sécurité, environnement, santé. Tiens. Puis des normes sociétales, de traçabilité, et j'en passe. Tout ça commence à converger pour qu'on ait... Alors, celui qui était qualité est devenu hygiène qualité, puis est devenu sécurité, puis est devenu environnement, puis... Ah oui, mais l'ingénieur des années 90, aujourd'hui, on lui demande d'être HQSE, puis bientôt transition, peut-être. Donc, cette approche, elle est intégrée. Non seulement on intègre les normes, en gros, là, c'est un empilement de briques, d'accord? Mais à un moment donné, il va falloir que tout ça soit, je dirais, cohérent dans son ensemble. Et là, il vous faut des super normalisateurs ou qui intègrent l'ensemble des normes qui arrivent. C'est plus compliqué. Et on va passer à la suite, et je vais terminer là-dessus. Voilà, on nous avait, alors à l'époque c'était le schéma, le développement durable est une vision intégrée de l'ensemble justement des composantes, santé, environnement, social, sociétal. Oui, alors ça c'est encore un rappel des référentiels, développement durable, que vous connaissez maintenant. Tac, on va aller à la suivante, je crois que ce sera la dernière, juste après. Encore. Ça doit être la dernière. Voilà. Oui, c'est l'empilement des normes. Voilà. Alors j'ai laissé un blanc. J'ai laissé un blanc exprès ici en disant il manque encore un pavé de normes, probablement. Des transitions. Comment on a une approche intégrée de l'empilement des normes, qualité, sécurité et santé-environnement? On n'a pas de normes santé-environnement. Vous n'avez pas de démarche santé-environnement. Si j'ai bien entendu mes collègues de tout à l'heure, comment l'environnement impacte la santé des populations ou comment nos activités elles-mêmes contribuent aux impacts environnementaux, eh bien, dans les deux sens, on n'a pas encore, on va dire, d'indicateurs suffisamment précis, pointus pour aller jusqu'à la normalisation. Mais ça va venir. Ça va venir. Je termine sur la dernière.
l'opérationnel, et là je vais en profiter pour remettre une couche, excusez-moi, former pour transformer. Je crois qu'on n'a plus de choix. Là maintenant, tous nos opérateurs, ils doivent être passés par la formation, et plus seulement sensibiliser. La sensibilisation, elle est là. Hein. Je pense qu'autour de nous, vous avez bien entendu et vu que la sensibilité environnement, santé, climat, elle est là. Donc maintenant, je crois qu'il faut former. Et un exercice que nous, on prête à l'école, qui est un bon déclencheur, c'est la fresque climat. Très bon démarrage. Si vous lui donnez une finalité, en gros, ce n'est pas un parachutage, tiens, on va vous faire la fresque. Non, non, c'est pourquoi on vous fait la fresque. Et au-delà de la fresque, intéressante, c'est poursuivre avec un atelier de type 2 tonnes. Tiens, outil intéressant. Comment je suis capable de calculer aujourd'hui mon empreinte carbone, de passer de 6 tonnes à 2 tonnes? Je joue sur quel levier? Parce que je commence par la nourriture, je commence par le transport, l'habitat, consommation énergétique. Intéressant, parce que là, ça vous oblige à revoir votre propre mode de fonctionnement, individuel, collectif ou d'organisation. On s'en tient là. Merci. Merci Cyril.